Bonjour et bienvenue, Jean-François Sénéchal, votre prof. Bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme. Comment ça va cette semaine? Comment vas-tu, toi, cette semaine? J'espère que ça se passe toujours bien pour toi. Bienvenue à ton rendez-vous hebdomadaire. Moi, j'ai toujours un café quand j'enregistre ça. Donc, on prend un café ensemble. Puis on regarde ton module à l'étude, puis je t'introduis ce qui se prépare à se passer demain, mardi, en classe. Écoutez, ça achève votre cours. Faites le calcul, là, on est dans le dernier droit. Il vous reste 3 modules. Puis ça inclut le module de cette semaine. Donc, il vous reste le TP2. Ces 3 modules, puis quoi d'autre? L'examen, évidemment. Puis après, ce sera la course à Noël. Avez-vous pensé à vos cadeaux? Avez-vous commencé à acheter vos cadeaux? Non, je ne vais pas vous stresser avec ça. C'est le mois de novembre, donc laissons-nous quelques semaines avant de commencer à chanter. C'est vos tunes préférées de Noël. OK, module 10. Deux beaux sujets. Cette semaine, deux pressions psychosociales importantes. C'est notre aventure aujourd'hui dans ce module, ou demain plutôt en classe, avec deux de nos failles humaines importantes. Puis dans l'exercice de la profession, c'est important de déjà commencer à vous familiariser avec ça, d'en comprendre les tenants et les aboutissants. On parle de quoi cette semaine? On parle d'abord la pression d'autorité et deuxièmement, on va parler de la pression de groupe ou la pression groupale. Vous allez voir deux belles forces systémiques et organisationnelles au sens où ça dépend pas toujours de vous, là, la force qui est exercée sur toi. Donc la première, c'est la force exercée sur toi par les différentes figures d'autorité qui t'entourent. Et la deuxième force, c'est la force sur toi de tes collègues. Premier sujet, déjà, la pression d'autorité. Pression d'autorité, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On parle de quoi lorsqu'on parle de pression d'autorité? On parle du fait que tu es peut-être soumis, ou au contraire, que tu as tendance à contester peut-être l'autorité. Autre question, à quoi ça ressemble autour de toi, l'autorité, ou dans l'exercice de ta profession? C'est quoi ton rapport aux différentes formes d'autorité qui t'entourent, aux différentes formes d'autorité qui vont t'entourer dans ton milieu de travail? Et deuxième sujet, je dirais que c'est ton rapport aux autres, hein, à tes semblables, à ton groupe. Comment tu te comportes? Est-ce que tu as tendance à te fondre au groupe, ou est-ce que tu as plutôt tendance à faire comme tout le monde? Ou au contraire, toi, tu fais partie de celles et ceux qui sont capables de résister à la pression du groupe, à la pression du nombre, à la pression de la majorité? Deux beaux sujets, vous allez voir, ça parle évidemment, encore une fois, de notre rapport à l'autorité et à notre rapport à la société ou au groupe qui donne sens à notre vie dans cette société. Deux failles, vous allez voir, qui s'inscrivent dans la suite vous savez, au début de la session, là, je vous disais, on a plusieurs petites failles humaines. Puis, je vous avais promis d'en parler de ces failles humaines. On a déjà abordé quelques-unes d'entre elles. Rappelez-vous, au début de la session, c'était en fait, notre, pas juste ta tendance à surestimer ta propre intégrité morale, mais je m'inclus là-dedans et j'inclus à peu près tout le monde, là. Notre tendance à nous surestimer moralement, éthiquement, à prendre des risques éthiques peut-être inutiles. C'était au module 3, on avait parlé de la triche, puis notre tendance à se surestimer, puis justement, une autre de nos failles morales qui avait été abordée, c'est le fait qu'on a déjà triché, hein, pour toutes sortes de bonnes et moins bonnes raisons. Puis que moi, je vous promettais à l'époque que vous allez tricher encore et pour les mêmes raisons, hein. Le but, c'était de réfléchir sur nos failles, mais
nous réfléchir sur ce qui s'en venait, là. Regarder notre comportement, puis à partir de ce comportement, essayer d'anticiper comment vous et moi, on va agir dans le futur. La troisième faille, on l'a fait au dernier cours, c'est la démonstration que votre jugement, il est biaisé lorsque vos intérêts personnels sont concernés. Donc ça, c'est une tendance importante. C'est une faille humaine à considérer, euh, peu importe là, où vous allez travailler plus tard. Notre tendance, c'est de privilégier notre moi, nos propres intérêts personnels, puis là, on a étendu l'intérêt personnel à un intérêt plus large, les alliés, les alliances, les amis, la famille, évidemment. Et on a tendance à privilégier ça au détriment de quoi? Au détriment d'autres intérêts qui sont davantage liés à notre profession. Dans votre profession, c'est la protection du public, quoi d'autre? La santé publique, le bien commun, la paix sociale, la justice. Et dans ce module 10, donc on a déjà 3 belles failles de démontrer. Et dans ce module 10, 2 nouvelles failles. D'abord, attention, vous avez généralement tendance à vous plier à l'autorité. Si une figure d'autorité vous demande quelque chose, vous allez le faire, puis ça peut poser problème. Et autre faille, vous adoptez généralement les comportements de vos collègues. Et j'ajouterais, peu importe ce que vos collègues vont faire, y compris des comportements qui contredisent vos propres idéaux et valeurs. Donc, 2 belles failles qu'on va aborder aujourd'hui. Puis, ultimement, à la fin de votre cours éthique et professionnalisme, il faut rester avec quelque chose. On ne fait pas juste passer à travers un cours pour passer à travers un cours. Moi, j'aimerais que vous soyez capable, vous ayez changé de cette façon, c'est-à-dire que vous êtes capable de reconnaître certaines de vos failles, qu'elles soient personnelles ou partagées avec vos collègues. Donc, reconnaître vos failles, trouver des solutions, que ce soit des solutions, des pistes de solutions personnelles ou organisationnelles, mais pour changer un peu le système ou changer votre façon de faire en sorte que vous puissiez exercer votre profession de façon honnête, intègre, responsable. C'est toujours ça le défi, mais malgré ses failles. Donc, reconnaître ses failles, puis parce qu'on connaît mieux ses failles, on est capable d'être plus honnête, plus intègre, plus responsable. Je vous invite à être en classe demain, mardi, pour approfondir ces thèmes. Sinon, si vous n'êtes pas en classe, je vous invite aussi à écouter l'enregistrement de cours. On va aborder ces 2 principales failles. Mais déjà, voici à très grands traits un résumé de ce qu'on va voir demain. D'abord, parlons de la soumission à l'autorité. C'est notre premier thème. Dans cette partie de ce cours, donc demain, on va explorer, on va avoir une belle réflexion sur les différentes formes d'autorité. Le patron, c'est sûr qu'on a déjà parlé de la figure patronale, là. C'est notre archétype de figure d'autorité par excellence, je dirais. Mais on va voir aussi d'autres formes d'autorité. Ça peut être le droit, la morale, le marché, l'économie, ça exerce une certaine forme d'autorité. Donc, on voit là, qu'on peut étendre le sens du terme autorité. Ce n'est pas seulement un patron, là, ça peut être bien d'autres choses. Le système professionnel exerce une certaine forme d'autorité. Le code des professions, votre code de déontologie, votre ordre professionnel, votre patron l'a déjà dit, votre prof exerce une certaine forme d'autorité. Un parent. La science aussi exerce sur vous une certaine forme d'autorité. C'est une forme d'autorité que vous avez reconnue comme étant pertinente, la science, si vous êtes en sciences et génie. Mais voilà, donc on va parler de ces différentes formes d'autorité et de votre rapport à ces différentes formes d'autorité. Peut-être pour se mettre en mode un peu plus réflexif, là, des fois dans le podcast, je parle beaucoup, mais je vais essayer de vous stimuler vos propres réflexions. C'est sûr que là, je vais vous poser quelques questions, puis ça exige quelques silences à l'audio. C'est toujours un peu étrange.
Mais néanmoins, ça va permettre de mettre votre propre cerveau à l'œuvre et en mouvement. Toi, oui, je parle à toi, là. C'est quoi ton rapport à l'autorité? Est-ce que ben, le plus vieux rapport à l'autorité, c'est tes parents, peut-être, là? As-tu tendance à te soumettre à l'autorité? As-tu tendance à défier l'autorité? Es-tu capable de défier l'autorité? C'est quand la dernière fois que tu as été capable de défier l'autorité, que tu as dit non à un parent, un patron? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on doit toujours se conformer à l'autorité, se soumettre? Est-ce qu'il n'y a pas des... Dans quelles circonstances c'est nécessaire de contester l'autorité en place? Voilà le genre de questions qu'il faut se poser parce que dans ta profession, évidemment, on l'a vu dans le module sur le conflit de loyauté, tu devras servir l'autorité qui est en place, ne serait-ce que parce que tu as un contrat de travail. Mais parfois, tu devras poser des gestes nécessaires, euh, exigeants, délicats, pour rester libre et autonome. On parle de l'autonomie, du jugement professionnel. Parfois, vous devrez dire non à des figures d'autorité. Parfois, vous devrez vous opposer à différentes figures d'autorité dans votre carrière. Donc, il faut déjà commencer à se plonger dans ce bain, reconnaître où tu en es en ce moment dans ton rapport à l'autorité, dans quelle mesure tu seras ou non capable de contester les différentes figures d'autorité et sinon, qu'est-ce que tu as besoin de développer, de construire, c'est quoi les outils dont tu as besoin pour parfois être capable de contester dans certaines circonstances l'autorité en place. Ce que je vais vous proposer comme expérience pédagogique demain en classe, c'est, on va voir ensemble les expériences de Milgram. Donc, j'imagine que vous connaissez sûrement un peu ces expériences de Milgram. Euh, Sinon, ça va être pour vous là, une expérience assez fascinante de découvrir les expériences de Milgram. Mais pour celles et ceux qui les connaissent un peu, ces expériences, ben, ça sera intéressant de replonger pour vous ben, avec votre cerveau et votre maturité de futur professionnel et de finissant presque universitaire, parce que vous allez voir les expériences de Milgram, hein, Milgram, M-I-L-G-R-A-M, puisque je vais le dire plusieurs fois, là, aussi bien que vous ayez un mot clair en tête. Euh, les expériences de Milgram parlent de l'autorité. Puis c'est intéressant parce que plusieurs se disent résistants à l'autorité. C'est peut-être ton cas, là. Tu te dis, ben moi, l'autorité, je suis capable de m'y opposer. Je suis un être libre, je suis autonome, je suis un grand, une grande maintenant. Puis Milgram avait conçu à l'époque une expérience choquante. Vous le verrez, parce que ce mot-là, il a du sens aussi. Milgram aimait bien tenter de nous démontrer de nous montrer nos propres contradictions entre ce qu'on dit, entre ce qu'on pense qu'on est, puis ce qu'on fait. Milgram aimait bien dire, écoutez, en matière d'éthique, c'est intéressant aussi de comparer ce que les gens disent qu'ils aimeraient faire, puis ce qu'ils font. Puis, de la même façon, lui, il avait cette formulation assez fameuse où il disait, pour savoir si quelqu'un sait nager, tu lui demandes pas s'il sait nager, tu le lances à l'eau, puis tu dis nage. Hein, ça, c'est un vrai beau défi, là, si tu vas avoir la vraie confirmation. Bon, c'est un peu risqué si vous faites ça, mais au sens métaphorique, c'est intéressant. On va arrêter de demander si vous êtes honnête, si vous êtes intègre. On va vous lancer à l'eau, puis on va regarder pour voir si vous êtes honnête et intègre. Puis vous dites que vous êtes libre, puis que vous êtes capable de dire non à une figure d'autorité. Ah ouais? Ben, on va voir à quel point vous êtes capable de dire non ou de résister à une différente forme d'autorité. Vous allez voir, les expériences de Milgram sont troublantes. C'est des expérimentations qui ont été conduites là, dans les années
50, 60. Évidemment, ça date un peu, mais vous allez voir que les expériences sont suffisamment troublantes pour nous donner une leçon encore aujourd'hui, parce que les chiffres démontrés à l'époque, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que vous allez voir en classe que 2 personnes sur 3 sont prêtes à peu près n'importe quoi. N'importe quoi. Si une personne en position d'autorité leur demande de le faire. Y compris faire souffrir une autre personne. C'est ce que les expériences de Milgram vont montrer, là. Donc, 2 sur 3. 2 sur 3, si vous leur demandez explicitement, si une figure d'autorité leur demande fait souffrir cette personne, et ils vont le faire. Donc, 2 personnes sur 3 sont prêtes à faire, encore une fois, n'importe quoi, pourvu que la personne en position d'autorité leur demande de le faire, y compris le poser des gestes qui s'inscrivent en totale contradiction avec leurs idéaux et valeurs. Je dirais que les expériences de Milgram, vous allez voir, ça nous rappelle, ça fait un constat en matière d'autorité et de soumission à l'autorité. Si on jette quelqu'un à l'eau, il y en a plusieurs qui vont se noyer. Il y en a plusieurs qui vont se noyer, là. Donc, 2 personnes sur 3 vont se noyer. Puis ça, c'est un constat empirique important, notamment parce que vous allez bientôt exercer une profession. Donc, encore une fois, il y a plusieurs formes d'autorité qui peuvent tenter de vous imposer des comportements qui vont légèrement peut-être s'éloigner de vos devoirs et obligations professionnelles, sinon de vos propres valeurs et idéaux. Puis toi, en fait, toi, 2 personnes sur 3, vous allez le faire. Donc, c'est important d'en parler dans un cours d'éthique parce que je peux bien vous montrer les règles, les normes, vous montrer les enjeux, mais ça revient un peu à la surestimation. On a tendance à se penser en matière d'autorité, être capable de, moi, je vais résister à tout ça. Mais la réalité, c'est assez éloigné de tout ça. Et là, je sais que ben là, tu m'écoutes, puis tu te dis, non, mais je comprends ce que tu dis. Mais moi, je sais nager, hein. Donc, moi, je vais résister à l'autorité. Moi, je suis capable de faire ça. Mais statistiquement, il y en a quand même 2 sur 3 là, qui ne vont pas résister à l'autorité. Donc, il y en a 2 sur 3 qui vont se noyer. C'est sûr que tu penses que tu n'es pas cette personne-là, mais je t'invite à y réfléchir encore une fois parce qu'on souhaite tous être parmi ce dernier tiers là, qui est capable de résister aux différentes formes d'autorité. Mais ce ne sera pas aussi simple. Je sais que tu penses que c'est ton cas. En fait, 100% des personnes à qui je présente les expériences de Milgram aimeraient être cette personne qui est capable de résister à l'autorité, qui est insoumise, libre. Mais est-ce que ce sera vraiment le cas? Est-ce que c'est toi? Donc, est-ce que tu fais partie du 1 tiers % résistant, si oui, ou insoumis, ou non? Puis tu fais partie du 2 tiers qui risque d'être soumis, qui va se soumettre à l'autorité, peu importe ce que l'autorité va lui demander de faire. L'autorité, tiens, avant que je passe à mon deuxième thème, une petite remarque. Dans le module, on va parler de l'autorité, puis on a parlé de la soumission à l'autorité, puis je vous ai placé dans la chaise de celui qui pourrait être soumis à différentes formes d'autorité, mais rappelez-vous que plusieurs d'entre vous seraient éventuellement dans des postes ou des positions d'autorité. Donc, science et génie, là, un ingénieur en tant que tel ou un chimiste, quand on a un statut de professionnel, arpenteur, géomètre, on est souvent dans des chaises de leadership, d'autorité. C'est important aussi d'y réfléchir à ce thème-là, mais sous l'angle de l'exercice de l'autorité. Une fois qu'on a constaté que 2 personnes sur 3 sont soumis à l'autorité, peu importe ce on leur demande de faire, faut faire le constat que les personnes qui seront
sous votre autorité risquent d'exercer ou d'exécuter peu importe ce que vous allez leur demander de faire. Hein, tout. Y compris ce que vous ne leur demandez pas explicitement de faire, mais ce qu'ils ont l'impression que vous voulez qu'ils fassent. Je ne sais pas si si c'est clair, là, mais des fois, on a un patron, on se dit, le patron, il aurait sûrement voulu que je pose ce geste-là, donc je vais poser ce geste-là parce que c'est le patron, puis il aimerait ça que je pose ce geste-là. Faut se placer dans la place de celui qui exerce l'autorité. Tout ce que vous exigez, tout ce que vous semblez exiger des personnes qui seront sous votre autorité, ils vont le faire. Ils risquent même de contredire leurs propres idéaux, leurs propres valeurs, dans certains cas, leur propre volonté, j'ajouterais même, dans certains contextes, leur propre désir. L'exercice de l'autorité. Hein, là aussi, je fermerai ma parenthèse ici. Là, c'est un pouvoir, hein, le pouvoir d'autorité. C'est un pouvoir à exercer là aussi avec respect et grande prudence. Deuxième thème, deuxième partie du module, on va parler quoi demain mardi? On va parler de pression, mais de groupe. Donc, la pression groupale, c'est une autre belle faille humaine, c'est-à-dire que notre tendance à faire comme tout le monde, à faire comme les autres, notre tendance à se conformer au groupe, au comportement attendu, à se fondre au groupe, à faire comme les petits moutons là, qui font exactement ce que les autres moutons font. En même temps, c'est normal, hein, nous sommes des êtres sociaux, on a besoin des autres, de leur assentiment, de leur appui, de quelques likes ou de quelques j'aime. Puis, c'est ce que nous sommes, hein, un être social. Bien avant les réseaux sociaux, on était des êtres sociaux qui avaient besoin de l'appui puis de l'assentiment du groupe. Puis, bon, cette force sociale, elle est là, mais elle peut poser quelques problèmes dans votre contexte de travail où justement, on vous demandera parfois de rester à l'écart des autres, de ne pas vous conformer à la majorité, aux opinions du groupe ou du nombre, parfois même de contester la force du groupe et du nombre. Pensez-y, essayez de vous plonger dans ce contexte, tiens, pour là aussi vous mettre votre esprit en marche. Essayons de replonger dans tes souvenirs des moments où tu as subi la pression des autres, où tu t'es rangé derrière le groupe, où tu aurais aimé dire le contraire du groupe, mais tu t'es tu. Comment tu gères ça? Hein? Comment tu réagis à tout ça? Comment tu réagis aux pressions de ton groupe d'amis? Est-ce que tu es encore aussi soumis au groupe d'amis que tu l'étais au secondaire ou tu es capable de prendre une certaine distance? Comment te comportes-tu sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as tendance à dire comme tout le monde, à te taire là, dès que tu as l'impression là, que le groupe s'en va dans une direction? Ou au contraire, tu es capable de poser une question qui défie le consensus. Hein, ça demande beaucoup de prudence parce que rapidement, tu risques d'avoir les contre-coups du groupe. Est-ce que tu as déjà essayé ça, toi, de convaincre un groupe? Je parle pas juste des groupes Facebook, là, mais des groupes en général qu'ils se trompent. As-tu déjà réussi à convaincre un groupe qu'il se trompe et le faire changer de voie ou de décision? Si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite à le tester pour voir avec grande prudence. Là, aller sur un groupe Facebook là, passionné c'est tous des passionnés, là, donc de plantes, de quoi? De chats, de chiens, de soccer. Puis dites-leur qu'ils ont tort sur un sujet. Puis, donc, d'abord, il faut laisser voir là, le groupe, il s'en va dans quelle direction. Là, puis là, vous posez une question incendiaire, puis vous regardez le groupe réagir. Vous allez voir que c'est pas toujours beau là, ce qui se passe lorsqu'on dit
des opinions qui diffèrent légèrement, mais pourtant, ça fait partie des défis concrets qui t'attendent, toi, hein, dans l'exercice de ta profession. Parfois, tu devras contredire le groupe, tu devras défier le consensus, te distancier de l'opinion groupale, de cette pensée de groupe. C'est comme ça qu'on va la nommer dans le module 10, donc la pensée de groupe ou la pensée groupale. Ce sera ça. C'est notre tendance humaine à se fondre au consensus, à notre tendance à nous cacher un peu là, derrière la force du groupe. Hein. Peu importe ce que le groupe dit, écoutez, je vais le laisser dire ce qu'il dit, puis je vais me taire. Puis cette réflexion, c'est important d'y réfléchir. Puis je le disais plus tôt là, dans l'exercice de votre profession. Vous allez devoir parfois contester le groupe, les opinions majoritaires. Puis pourquoi vous allez le faire? Pourquoi vous devez parfois défier le consensus? Parce que vous avez d'autres choses à faire. Vous devez défendre d'autres fins et visées. Vous avez d'autres objectifs. Il n'y a pas juste le nombre et la majorité là, qui importent pour vous. Vous êtes là pour défendre la science, les faits, les lois. Ben oui, vous l'avez vu que vous avez un rôle dans cette matière aussi. Les normes, la raison. Hein, vous êtes les porteurs de la science, de la raison, de la logique, des faits, des lois, des normes. Et parfois, vous devrez défendre tout ça contre quoi? Ben, contre une opinion qui est majoritaire. La science, c'est un bon exemple. Là, je veux dire. La science n'en a rien à cirer de l'opinion publique ou de la majorité, là. Les faits, ça fonctionne. Les faits scientifiques ne fonctionnent pas avec la majorité. Là, on va y aller, on va le démontrer, on va s'appuyer sur des faits, sur une expérimentation, sur des faits objectifs, empiriques. On va convaincre les autres à l'aide de la logique, la raison, l'expérimentation. Il y a toutes sortes d'outils qu'on a développés, mais jamais on va dire que quelque chose est vrai en science parce que tout le monde pense comme ça. Ben non. Ce qui est un consensus scientifique, c'est la majorité, vous allez me dire, mais c'est la majorité d'acteurs qui partagent les mêmes méthodes, les mêmes procédures, les mêmes valeurs, les mêmes... Donc, il y a tout un système, là. C'est pas seulement la majorité, c'est pas seulement une opinion qui est lancée comme ça par la majorité des scientifiques. Là. Ça s'appuie sur la science, c'est le processus et non pas le nombre. Donc, parfois, vous devrez défendre tout ça, la science, la logique, la raison, la rigueur, contre quoi? Ben ici, dans notre thème, c'est contre parfois l'opinion majoritaire, la force du groupe, parfois même contre des décisions qui peuvent être consensuelles au sein de votre groupe, parfois dire le contraire parce que vous avez des raisons logiques, vous avez des faits, vous êtes capable de démontrer des études scientifiques qui pointent dans une autre direction. Parfois, dire le contraire du consensus et du nombre, ce sera nécessaire. OK, pour explorer cette pensée de groupe en classe, on va explorer les travaux d'Irving Janis. Donc, Irving Janis, c'est un auteur, c'est un chercheur en psychosociologie qui a étudié nos comportements en groupe. Puis, il a recensé toutes sortes de petits problèmes qui sont liés à ce genre de décisions prises en groupe. Parce que des fois, à force de prendre des décisions en groupe, on prend toutes sortes de travers, puis ça peut mener, lorsque ces travers-là là, sont cumulés, ça peut mener à de mauvaises décisions, sinon des décisions catastrophiques. En fait, les travaux d'Irving Janis, ça a été conduit sur plusieurs expériences, plusieurs prises de décision qui ont mené à des catastrophes. Donc, lui a étudié le processus décisionnel là, qui a mené à ces catastrophes pour identifier 8 symptômes
8 pour lui, là, il y a 8 symptômes qu'on doit surveiller. Lorsque vous êtes en groupe, lorsque vous tentez de prendre une décision en groupe, il y a toutes sortes de petits travers qu'on peut prendre. Puis Janice nous dit, attention, il y a 8 petits symptômes. C'est comme de la fièvre, là. La fièvre, c'est un symptôme, mais il y en a d'autres. Mais 8 symptômes qu'on doit surveiller. Puis lorsque ces symptômes commencent à s'accumuler, il y a danger. Il y a danger que le groupe se trompe. Le premier symptôme, en fait, il y en a trois catégories. Tiens, je vais vous les lister ici. Ça vous donnera déjà une première étude de ces 8 symptômes. Donc, 8 symptômes divisés en 3 catégories. Tiens, je vais mettre un peu de musique ici là, pour vous redonner un peu d'air. L'indice cette semaine, ce sera la date de remise de votre TP2. Donc, ce sera ma façon de vous rappeler à grands coups cette date. L'indice, donc, le TP2 est à remettre d'ici le dimanche 26 novembre à 23h59. Fin de l'indice. Allez, bye bye. Et de mon côté, ça m'a permis de prendre une petite gorgée d'eau. Donc, Janice vous dit, il y a 8 symptômes qu'on doit surveiller lorsqu'on prend une décision en groupe. 3 catégories. La première catégorie, surestimation du groupe. Donc, attention, là, le groupe avait tendance, en fait, individuellement, on a déjà fait le constat qu'on a tendance à surestimer. Le groupe aussi a tendance à surestimer, c'est la première catégorie. Le deuxième, fermeture d'esprit. Donc, le groupe a tendance à se fermer. Et la troisième catégorie, c'est le renforcement du conformisme, où je dirais que les 2 premières catégories, là, donc la fermeture d'esprit et la surestimation du groupe, il y a toutes sortes de petits symptômes complémentaires là, qui vont renforcer les 2 premiers. Allons-y dans l'ordre. Première catégorie, surestimation du groupe. Encore une fois ici, le groupe se surestime. Pensez à n'importe quel groupe. Là. Vous faites partie des groupes de discussion, quoi d'autre? Un conseil d'administration, quoi d'autre? Un travail d'équipe. Travail d'équipe, tu sais, ce sera notre surestimation. Le groupe a tendance à surestimer. Donc, le premier symptôme que nous dit Janice, illusion d'invulnérabilité. Ici, on parle de notre tendance à croire que notre groupe a moins de chances de se tromper ou de faire une erreur que les autres. Et ici, si on prend votre équipe, vos travails d'équipe, ça fait longtemps que vous faites vos travails d'équipe depuis le début de votre bac avec le même groupe, le groupe a tendance à se sentir de plus en plus invulnérable. Deuxième symptôme nous dit, donc on surestime ici là, vos propres capacités en tant que petit groupe. Deuxième symptôme, croyance en la moralité inhérente du groupe. Ici, ce que Janice veut dire, c'est qu'on a, je dirais qu'on a tendance à croire que notre groupe est plus moral que les autres. Ici, le groupe, les travaux d'équipe, c'est peut-être moins bon, mais pensez à des groupes, si vous êtes partie des groupes sur Facebook ou sur n'importe quel groupe, le groupe a tendance, entre lui, à penser qu'il est le détenteur de la bonne voie morale. Ça serait une autre façon, là, penser à un groupe de protection des animaux qui, tranquillement, là, va commencer commencer à crier sur tout le monde là, dès qu'on a des opinions qui peuvent être dissidentes. Je ne sais pas, moi je suis un groupe, je marche beaucoup, je suis sur le comité des marcheurs de Québec ou quelque chose comme ça. Là. Je ne me rappelle pas du nom du groupe. Ça fait longtemps que j'étais inscrit là-dessus. Mais là, on se met à crier des injures aux automobilistes, puis aux cyclistes, parce que là, tout à coup, les piétons sont devenus les détenteurs de la bonne moralité. Voilà, ça c'est la première catégorie. 2 symptômes. Le groupe se sent invulnérable, puis en plus, deuxième symptôme, il se croit le détenteur de la bonne moralité. C'est notre premier problème, première catégorie.
Janice, il parle toujours des symptômes qu'on doit identifier lorsqu'on prend des décisions en groupe. Deuxième problème dans la catégorie, c'est la catégorie fermeture d'esprit. C'est-à-dire que en groupe, le groupe a tendance à se fermer tranquillement aux idées externes. Et par externe, c'est qui viendrait de l'extérieur du groupe. Ici, Janice parle le premier symptôme, c'est le symptôme de rationalisation. Ici, je pense que c'est une mauvaise traduction, là, mais on le désigne quand même par rationalisation. C'est l'idée que le groupe finit par s'inventer des raisons d'agir qui ne sont pas tout à fait logiques. C'est-à-dire on va se mettre à puiser dans des arguments fallacieux pour justifier notre façon de faire ou nos décisions. Donc ça, c'en est une fermeture d'esprit, là. C'est que au lieu de s'appuyer sur la raison, on va s'inventer des raisons qui n'en sont pas, donc qui ne s'appuient pas sur la rationalité. C'est là qu'on va mobiliser des arguments fallacieux, par exemple, ou des sophismes, ou des entraves au dialogue. J'imagine que vous avez vu ça au Cégep. Donc, le groupe fait ça. Il se met à avoir recours à des arguments qui manquent de rigueur, mais qui ont l'apparence de la raison. En classe, je vais vous donner plusieurs petits arguments de type sophiste. En classe, vous verrez ça demain. Deuxième symptôme, le groupe se ferme aux idées externes. Donc, ça, c'est un symptôme important. Le groupe se ferme. Il va même se construire. Ici, Janice parle de stéréotypes à l'égard d'autrui. On a tendance à stéréotyper tous ceux qui sont à l'extérieur du groupe. Si je prends mon groupe de marcheurs, les automobilistes sont comme ça, sont tous comme ça, puis on se fait un stéréotype, alors que vous et moi, on conduit quand même des autos, puis on fait partie de ce groupe-là, là. Donc, on fait des stéréotypes à l'égard d'autrui. On va avoir tendance à attribuer des qualités aux membres du groupe et évidemment des défauts à ceux qui sont externes au groupe. Ça, c'est le deuxième symptôme. On est toujours dans la deuxième catégorie. Janice vous dit, attention, le groupe a tendance à se surestimer, première catégorie, et il a tendance à se fermer. Il a tendance à se créer des raisons pour s'enfermer ou pour justifier, mais là, ce n'est plus des arguments rationnels. Il a tendance à stéréotyper les autres, à donner des qualités aux membres du groupe et à des défauts aux membres à l'extérieur. Fermeture d'esprit, c'est ce que Janice veut dire. Troisième problème, troisième catégorie. Ici, il parle de renforcement du conformisme. Ce que Janice veut dire ici, c'est que le groupe se surestime de plus en plus et va s'enfermer de plus en plus. Et ça va se manifester à travers 4 petits symptômes. Janice parle de l'autocensure. Ça, c'est un phénomène vraiment impressionnant où, en fait, pour la psychologie, c'est vraiment, vraiment troublant de voir ça. C'est-à-dire que les individus ont tendance à se taire lorsqu'ils pensent dévier du consensus. C'est toujours fascinant de voir ça à l'œuvre. Même si le groupe se trompe complètement, les individus qui auraient peut-être des informations pour défier plutôt le consensus vont se taire. Là, ici, pensez à notre silence commun lorsqu'on est sur un réseau social, puis que le groupe part dans une direction, puis tu dis, mon Dieu, ils ont tort, mais je ne leur dirai pas ce matin. Je vais les laisser aller de leur côté. Je n'ai pas juste ça à faire. Deuxième symptôme, pression directe. Celui-là, c'est peut-être là aussi un des symptômes troublants. Ici, on va avoir tendance à faire taire, à demander à celles et ceux qui défient le consensus de se taire. Bon, ça peut passer à travers des insultes si vous êtes sur Internet, mais ça peut passer par des comportements un peu plus subtils. On va finir par faire sentir
à celles et ceux qui défient le consensus, qui le dérangent. Pensez au traitement qu'on réserve aux ce qu'on appelle les whistleblowers, là, donc aux tireurs de sonnettes d'alarme. Dans le monde du travail, maintenant, on a des lois là, pour protéger les tireurs de sonnettes d'alarme justement pour cette raison-là. Là. Parce qu'une personne qui tire la sonnette d'alarme, quelqu'un qui dit le contraire des autres lorsque les autres se trompent carrément, le sort qu'on lui réserve, c'est pas beau. Hein, c'est pas beau. Il y en a plusieurs qui vont faire des dépressions. Encore une fois, là, si un jour vous décidez de défier le consensus, ben sachez-le, là, les autres n'aimeront pas ça et risquent de vous faire ressentir le poids du monde. Donc, assurez-vous d'être accompagné, outillé, aidé. Autre symptôme identifié par Janice, on est toujours dans des décisions prises en groupe. Janice nous dit attention, il y a des symptômes qui pointent, qui nous permettent de constater que la décision prise par le groupe risque d'être erratique, sinon d'être catastrophique. 7e symptôme, illusion d'unanimité. Alors, Janice a raison de nous le rappeler ici. Avec tout ce qu'on a dit comme symptômes, ça se peut que le groupe soit unanime, mais c'est une illusion. Parfois, on aime ça, croire qu'il y a consensus, mais rappelons-nous qu'autour d'une table, plus nous sommes, moins il y a de risques d'avoir consensus. Et s'il y a consensus, c'est peut-être parce qu'une personne a décidé de se taire, c'est peut-être parce que tu as décidé de te taire. Donc, illusion d'unanimité, c'est important de le constater et de le reconnaître. Et 8e symptôme identifié par Janice, c'est ce qu'il appelle l'uniformisation par les gardes de l'esprit. Donc, c'est peut-être pas la désignation la plus simple, mais le concept, il est assez simple, surtout si vous fréquentez les réseaux sociaux. C'est notre tendance à créer des outils qui effacent les traces des contestations du consensus. Pensez sur les réseaux sociaux, il y a plein d'algorithmes maintenant qui sont là pour justement nous isoler des personnes qui pensent le contraire de nous. Ah, on aime ça là, sur les réseaux sociaux, c'est le fun. Après quelques likes et quelques partages, l'algorithme comprend que ton ami 222 te plaît beaucoup, puis on va te donner des contenus qui ressemblent à ce que tu as aimé et ce que tu as partagé. Puis, la fois que tu as envoyé une insulte à ton ami 424, il a compris que ce thème-là, puis ce sujet-là ne t'intéressait pas, donc on ne te donnera pas ce genre d'informations-là. Puis ça, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais cette tendance-là, bien avant l'apparition des réseaux sociaux, on faisait la même chose. Quand on a l'impression qu'on a une information qui peut faire dévier le consensus, on a tendance à la taire, à la tasser, à nous donner toutes sortes de processus pour, des fois, isoler le groupe puis éviter qu'il soit contaminé. Et ici, je mets entre guillemets là, pour donc qu'il y ait des opinions contradictoires qui se retrouvent au sein de ce groupe. Parfois, c'est dans notre façon même de constituer certains groupes où on va les choisir de façon à ce qu'ils pensent à peu près de la même façon. Voilà, c'est ce que veut dire par Janice, uniformisation par les gardes de l'esprit. 8 symptômes, 3 catégories. Première catégorie, surestimation du groupe avec 2 symptômes, illusion d'invulnérabilité et croyance en la moralité du groupe, je vais le dire. Deuxième catégorie, fermeture d'esprit avec 2 symptômes, rationalisation et stéréotypes à l'égard d'autrui. Et troisième catégorie, renforcement du conformisme avec 4 symptômes, autocensure, pression directe, illusion d'unanimité et uniformisation par les gardes de l'esprit. Remarque, là aussi, avant de conclure cette deuxième partie du module, le module 10 parle de, je le disais, les pressions groupales, mais ça parle aussi de la place des individus qui tentent
de contester aussi l'opinion groupale. Et là, ici, je parle des whistleblowers, donc j'en parlais un peu plus tôt. Le sort que l'on réserve aux tireurs de sonnettes d'alarme, pensez à Karen Duhamel. Hein? Revenons à Karen Duhamel qui contestait des comportements qui semblaient être adoptés par tout le monde autour d'elle. Le taux de dépression et de détresse même chez les individus qui tirent ce genre de sonnette d'alarme ou qui contestent l'opinion groupale, je le disais, c'est pas beau, sont souvent intimidés, tablettés. Hein, c'est une autre forme de pression directe, congédiée, évidemment, rétrogradée, on l'a vu avec Karen, alors qu'on devrait les protéger. S'ils servent la justice, la loi, la logique, la science, les faits, on devrait les protéger. Mais que fait-on avec... mais comment, toi, tu agis lorsqu'une personne conteste le consensus? Je sais qu'on aime être... On aime les histoires de tireurs de sonnettes d'alarme. Si vous avez vu l'histoire d'Edward Snowden, voilà, on l'a, notre tireur de sonnette d'alarme, puis on aime, une fois que ça a été démontré que c'était pertinent, le fait qu'il a tiré la sonnette d'alarme a permis de résoudre toutes sortes d'autres problèmes, on le célèbre, on l'aime, mais au moment que ça se fait, là, au moment où il y a une grosse réunion, il y a 12 personnes autour de la table, puis il y en a une qui dérange, puis qui pose des questions, puis qui pose trop de questions, puis qui challenge le consensus, puis qui challenge les idées puis les comportements du reste, puis qui retarde la réunion. C'est quoi ta tendance, toi, là? Comment tu te comportes face à ce genre de personnes? Est-ce que tu aimes ça? Tu dis, ah, bon, voilà enfin quelqu'un qui conteste le consensus, puis tu les aides, puis tu les appuies, ou tu te dis, il nous retarde pour qu'il se prend, puis il dérange le groupe, puis il devrait peut-être se taire. Encore une fois, là, on aime bien les whistleblowers lorsqu'ils passent à la TV, parce que là, on le sait qu'ils ont raison, mais dans les faits, quelqu'un qui défie le consensus, parfois il a raison, parfois il a tort, mais il faut être capable d'accueillir ce genre de défiance du consensus si on veut que parfois celles et ceux qui défient le consensus aient raison. Ils n'ont pas toujours tort, puis parfois, il faut être cette personne pour écouter la personne qui dit le contraire ou parfois être cette personne qui défie le consensus, les pratiques du groupe, l'éthos groupal, hein, les comportements groupaux, les habitudes. Voilà, deux beaux sujets dans ce module, pression d'autorité, pression de groupe, deux belles forces importantes qui peuvent t'éloigner, c'est pour ça que je voulais les aborder, qui peuvent exercer sur toi, t'éloigner de tes propres valeurs, de tes propres idéaux. On souhaiterait que tu sois capable de travailler en faisant la promotion de tes propres valeurs personnelles et idéaux, mais ça se peut que ça se passe mal, puis ce genre de pression peut te faire dévier de ta course. Puis à la fin de ce module 10, puis à la fin de cette petite aventure, j'aimerais que vous soyez plus familier avec ces failles humaines, ces failles de celles et ceux qui vous entourent, mais vos propres failles également. Je vous invite aussi à aller consulter cette semaine le contenu d'enrichissement parce que vous en voulez toujours plus. Hein? Vous avez juste ça à faire. Mais non, mais vous irez écouter peut-être quand vous aurez du temps, là, c'est de l'enrichissement. Vous n'êtes même pas obligé d'y aller maintenant là, ou avant même la fin du cours, mais un jour, il faudrait écouter l'épisode. Je vous ai mis l'épisode de Mindfield, c'est la saison 2, épisode 5. Complètement fascinant de voir ça. Vous allez voir une personne qui tente de poser le geste
le geste moral, là, au sens où c'est le bon geste à poser, c'est clair le bon geste que cette personne-là doit poser, c'est cohérent avec ses propres valeurs, mais vous allez le voir comment c'est parfois difficile hein, lorsque le groupe vous dit d'aller dans une autre direction, lorsque l'autorité en place vous dit le contraire. C'est très difficile. Puis la personne, en fait, il y a plusieurs sujets expérimentaux. Là. Vous allez voir qu'il y en a plusieurs qui ont de grandes difficultés et qui vont échouer lamentablement, alors que d'autres vont réussir, malgré la pression de groupe, malgré la pression d'autorité, vont réussir à poser le geste qui est le geste attendu. Un geste super héroïque, du moins, c'est ce que nous dit l'épisode de Mindfield, saison 2, épisode 5. Voilà, c'est ce qui vous attend dans ce beau module 10. J'ai bien hâte de discuter avec vous de tout ça en classe demain mardi, 12h30. Convaincu que vous allez aimer cette aventure. Avant de terminer, rappel important, votre TP2, il est à remettre dimanche, avant dimanche. Ben oui, ce serait le fun. Avant dimanche, 26 novembre, 23h59. Donc, ça vous laisse 2 week-ends, deux petits samedis. C'est ce qui vous reste, ou 2 dimanches, ou 2 samedis, dimanche, ça dépend. Et c'est ce qui vous reste comme temps là, pour accomplir le TP2. Puis avant que ça vire mal là, avec vos collègues, là, puis que tout le monde s'écrit avec des points d'exclamation, y compris à votre prof, ce serait le temps là, de vous mettre à la tâche. Il vous reste 13 ou 14 jours, là, dépendamment à quel moment vous allez écouter ce podcast. Allez, let's go, vous êtes capable. Et autre rappel, tiens, avant de vous laisser, l'examen, ben, c'est le 5 décembre, c'est dans 3 semaines. C'est peut-être le moment pour vous là, de commencer à réviser les modules, les objectifs pédagogiques de chaque module, au moins les prendre en note, puis voir où vous vous situez. Est-ce que vous êtes encore à l'aise avec chacun des objectifs pédagogiques de chacun des modules, puisque, rappelons-le, l'examen final se passera en classe, sur table. Ce sera le 5 décembre, c'est en soirée. Et voilà, ça s'en vient, ça va vite. Vite, ça avance cette session. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'être là. Merci de m'avoir écouté pendant ces longues minutes, mais vous faites bien ça. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Allez, on se voit demain, sinon la semaine prochaine. Allez, bye bye.